Salam et bienvenue dans The Inavitch Podcast, là où l'art populaire, le rail et la littérature se rencontrent pour raconter nos vies, nos luttes et notre humanité. Bonjour, bonsoir, marhaba à toutes et à tous dans ce premier épisode du Inavitch Podcast, présenté par yours truly, Inès Hayoni. Pour moi, la meilleure façon de se présenter est souvent la plus simple, parce que justement, elle ne nous enferme pas dans une case. Bien au contraire, elle ouvre le champ des possibles. Alors tout simplement, je suis une écrivaine algérienne de 26 ans, et comme toute personne qui m'écoute, j'ai un vécu, des réflexions intimes et des questionnements qui, petit à petit, m'ont amenée à m'ouvrir à l'autre. À travers mes escapades aux quatre coins de l'Algérie, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences, parfois drôles et souvent marquantes. J'ai voulu les partager avec vous, les ancrer dans la parole pour qu'elles ne s'effacent pas dans le silence du temps et de l'oubli. Je vous emmène dans un voyage au cœur du rail, de la Ghasba et de la littérature contemporaine algérienne. Ce podcast est organisé en saisons thématiques, chacune explorant un aspect particulier de mon aventure artistique et personnelle, mêlant poésie, interviews et découvertes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement de la première saison, intitulée Rétrospective. J'ai passé plus d'1 an à mener des recherches en Oranie sur la poésie populaire et le rail, une quête qui m'a profondément marquée et qui prend forme aujourd'hui dans un livre en cours d'écriture. Mais j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin. Ce podcast, c'est une manière de faire entendre ce que j'ai vu et ressenti. Ces mots glanés dans les rues, ces mélodies qui résonnent encore, et cette poésie vivante qui continue de m'habiter. Je tiens à insérer un petit disclaimer. Cette saison n'a pas vocation à retracer l'histoire du rail, ni à énumérer ses moments clés. Ça, vous le trouverez ailleurs, dans les livres, les documentaires, ou même les pages Instagram. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux raconter, c'est le réel. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu poétiquement à travers mes recherches. Ce que j'ai vu dans les rues, dans les festivals de musique et dans des échanges improvisés où les mots ont jailli avec force et sincérité. Ma rencontre avec le rail était fortuite. Et on ne peut pas parler de ce sujet sans y mêler une part intime de soi, sans convoquer les douleurs et les euphories qui nous ont poussés vers un mouvement intérieur, une quête de soi, de l'autre, de vérité. Chercher à donner du sens à ce qui nous entoure, à trouver sa place dans le tumulte du monde, à égorger le paraître pour en faire saigner le réel, le brut, le moche, le dissimulé, ce que l'on cache par peur ou par oubli. Je ne peux donc parler de cette thématique qu'à travers mon vécu, mes rencontres, mes déperditions et mes échecs. Des échecs qui se sont transformés en leçons et en souvenirs. Je pense qu'on ne se défait jamais d'expériences marquantes. Elles nous habitent, nous conditionnent, nous rongent même, pour ensuite nous hanter silencieusement, vaporeusement, léthargiquement. Elles restent assez distantes pour nous laisser l'espace d'en parler, mais toujours assez proches pour raviver cet arrière-goût persistant qui nous rappelle qu'on n'oublie jamais vraiment.
تبلع يا نروح الدارنا هي وهي هي الليلة تباتي عندي. En tant qu'amoureuse de poésie, en tant qu'écrivaine, je me suis demandé ces dernières années pourquoi la poésie algérienne francophone, aussi belle soit-elle, me laissait un peu froide. J'ai longtemps cherché mes inspirations dans une langue ciselée, des images subtiles, mais il y avait toujours ce petit décalage. Comme si quelque chose m'échappait. Comme si ces mots, pourtant universels parce qu'ils traitent de la condition humaine, ne se fondaient pas tout à fait avec ma réalité d'Algérienne, avec notre réalité commune. Parce qu'on a beau dire que les mots et les sentiments traversent les frontières, il y a une vérité qu'on ne peut pas nier, la langue. La langue, dans sa rugosité quotidienne, dans sa musique propre, résonne différemment quand elle vient de chez soi. Ce qu'on entend dans les ruelles, c'est là que se niche notre véritable poésie. La langue circulante, derja, celle qui porte les cicatrices de notre histoire et de nos luttes. Après cette première prise de conscience, j'ai pu commencer ma quête de poésie populaire. J'ai voulu retrouver nos mots. Klemna, klemjdoudna. Ces mots qui réchauffent, qui rassemblent, qui soignent. Et parce que je suis une fervente défenseuse de la poésie, je sais à quel point le poète a toujours occupé une place centrale dans notre société. Depuis la nuit des temps, le poète est celui qui porte la mémoire collective, celui qui fédère, qui transmet et qui divertit aussi. C'est une fonction universelle, presque sacrée. Comme l'Aède dans la Grèce antique qui chantait les épopées pour préserver l'histoire du peuple, comme le griot en Afrique de l'Ouest qui raconte les légendes et les faits du quotidien. En Algérie, nous avons notre propre figure, le gouel. Le gouel, c'est celui qui se tenait sur la place publique, au cœur du village ou du marché, pour informer, pour alerter, pour éveiller les consciences. Il parlait au nom du peuple, en portant leur espoir et leur tragédie. Sa voix n'était pas seulement celle du divertissement ou de l'art, elle était celle de la résistance, de la mémoire vivante. Donc pour moi, retrouver cette parole, c'est renouer avec une partie de nous-mêmes. J'ai donc commencé cette quête par là où je me sentais le plus à l'aise, dans les livres, tout simplement. J'ai cherché et épluché absolument tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et c'est en fouillant dans les archives du CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, que j'ai commencé à mettre la main sur de véritables trésors. Notamment un livre regroupant les chants populaires bédouins de l'Oranie, écrit par Ahmed Amin Dellay et publié par l'ENAG en 2006. C'est à travers ces chants bédouins que j'ai découvert le Shi'r al-Melhoun, une poésie née dans les montagnes et les campagnes de l'Oranie et portée par la voix des ancêtres. Des poètes qui ont su dire les blessures de la colonisation, de l'exil, de la solitude, mais aussi de la beauté des choses simples. J'ai pu découvrir des poèmes majeurs, ceux qui ont marqué la mémoire collective. Brta par exemple. Ce texte puissant, écrit par El Khaldi, poète et chanteur natif de Mascara, Maaskar, a permis à Brta de figurer parmi les poèmes les plus emblématiques du Melhoun. Et ce qui m'a frappé, c'est que je connaissais déjà ce poème, mais sous une autre forme, une chanson reprise par Cheb Khaled. Et j'aimais beaucoup cette chanson, son rythme lancinant, cette déclaration d'amour douce amère. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle venait de là, justement, d'un poème Melhoun écrit des décennies plus tôt. Ça m'a fait réaliser à quel point cette poésie populaire était dynamique. Elle circule, elle se transforme, elle traverse les âges. Et ce qui naît dans un vers écrit il y a un siècle, renaît dans une mélodie contemporaine. La douleur d'El Khaldi, transposée par la voix de Cheb Khaled ou de Blaoui Houari avant lui, prouve que cette poésie n'a jamais cessé de vivre. Elle s'est simplement glissée dans d'autres formes, d'autres sons. La poésie populaire n'a jamais vraiment disparu. Elle était juste là, à portée d'oreille. Et puis, il y a un poème en particulier qui m'a bouleversée. Biyadaq al-Mour, ou Biyadaqat al-Umur de Hashmi Ben Smir. Il a été écrit dans les années 20 et le titre signifie « L'époque m'a peiné ». À travers une longue tirade, Ben Smir raconte les malheurs et les humiliations des Algériens relégués en Nouvelle-Calédonie par les forces de l'occupation française. Et on comprend ici que le texte poétique populaire avait une forte charge politique.
D'ailleurs, le pouvoir colonial avait cerné cette capacité qu'avaient les poètes à influer sur l'opinion publique. Vous vous rendez compte à tel point que justement les forces de l'occupation française avaient tout le temps une attitude de méfiance vis-à-vis des propagateurs de cette poésie. Et certains poètes ont carrément été exilés. D'ailleurs, l'écrivain et professeur Joseph Desparmé ira jusqu'à considérer cette poésie comme le discours militant par excellence des musulmans d'Algérie. Il a écrit un article de fond qui s'intitule La chanson d'Alger pendant la Grande Guerre, publié en 1932, où il dit « Ces genres poétiques, que les indigènes d'ailleurs ne différencient guère, ne sont en réalité que les diverses formes d'une apologétique musulmane populaire. Le nom général qui lui donne en témoigne, Klem el-Jid, parole de l'effort, de la lutte. Autrement dit, parole agonistique ou militante. Cette polémique en vers a rendu de grands services aux Maghrébins en ranimant leur espérance, soutenant leurs aspirations, entretenant leur personnalité ethnique dans les premières années de désarroi qui suivirent la conquête et jusqu'à la Grande Guerre environ, époque à laquelle la presse savante s'est retrouvée organisée sur le modèle de la presse européenne et où elle est venue à la rescousse de la vieille poésie ancestrale pour mener le bon combat. Et en relisant cet extrait écrit par Desparmé, j'ai compris que notre force puise dans le collectif, depuis toujours. Notre force puise dans cette langue circulante. Il parle de Klem el-Jid, une parole de l'effort, de la lutte. Et cette parole poétique vivante et combative a toujours su se réinventer. Blaoui el-Houari a repris le poème Biadaq el-Mour en 1956 et plus tard, dans les années 90, comme je l'ai mentionné, Cheb Khaled lui a insufflé une nouvelle vie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien profond entre le melhoun, la poésie, le collectif, l'identité et le rail. Cette capacité, justement, qu'a la poésie populaire, donc l'identité algérienne, de renaître à travers de nouveaux vaisseaux, de nouvelles voix. الجمعة ريت شايفة تبكي عند قبور بهذا قلبور بالسيف الأنسان ينهزم وهمومه تنزاد ثم انت قتلها وسلتها بعديت المشهور بهذا قلبور قلت لها عيدي قصيتك يا روبة الغياد قالت خيره مات لي خلاني مذبور بهذا غلبور من وحشه ملاك لي صبر. Vous savez, j'ai grandi à Alger, je suis née à Alger et je ne suis pas la seule à le dire, mais j'ai grandi dans un milieu où le rail était presque interdit, c'était très tabou. Et j'étais donc par défaut partisane de ses détracteurs, incapable d'y voir une quelconque richesse ou noblesse. Alors je me suis posé la question, mais comment est-ce que la poésie que j'aime tant pouvait-elle être liée à ce genre musical ? Et j'ai décidé consciemment de me confronter à cette espèce de paradoxe. Et comme une chasse au trésor, j'étais téméraire et très puérile, mais j'ai commencé à écouter des chansons rail, les chansons les plus connues. Et j'ai fait ça juste pour rechercher des bribes de poésie dans les paroles, dans les airs fredonnés. Et la voix suave de Cheb Hasni, ses déclarations d'amour sincères et vulnérables, m'ont surprise. Ce qu'il était le poète des temps modernes, celui qui rassemblait justement les foules dans une société en mutation où les gens tendaient de plus en plus vers une certaine forme d'individualisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son impact allait bien au-delà de la musique. Il touchait à l'humain, à l'intime, au collectif algérien. Et puis, j'ai commencé petit à petit à découvrir d'autres voix comme Cheb Abdelhaq, Cheb Zahra, Cheb Amina, Mimoun Abbasi ou encore Cheb Nosro, Cheikh Fethi, les frères Zargé. Et chaque chanson racontait une réalité.
Et elles ouvraient aussi une porte vers une époque que je n'ai pas connue en fait. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que le raï, c'est bien plus qu'un genre musical. C'est cette voix qui traverse, qui secoue, qui s'accroche à vous comme un chant de sirène. Un chant qui vous happe, qui vous prend par surprise, vous bouleverse, même quand vous pensiez y échapper. رايح ودرتها بيديا ودار عليا الحال سيدي ربي ها خير ليا وي سيدي ربي يا ناس عبت قلبي في بحر غامق يا وقاسني يا لامي ما عدريني وبتحميني يا لامي ما عدريني وبتحميني انا مكتوبي معاك يالي 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 انا مكتوبي معاك ورقادي يحديك يالي 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 خلوه يالي يا هذا خلوا البحر ياكلني يا ولا صعيبها يالي 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 Et j'ai continué à écouter des chansons, à lire les paroles, à les analyser. Mais si je voulais comprendre le raï dans son entièreté, il me fallait plus que quelques chansons et quelques livres. Il m'était indispensable d'aller à la source. Alors, à 24 ans, de ma propre volonté, j'ai programmé mon premier voyage à Oran en 2023. Parce que, en tant que poétesse aussi, je suis convaincue que la charge symbolique du lieu nourrit énormément le travail de l'artiste. Alors, quel souffle traverse cette Oranie pour qu'elle ait engendré une telle poésie? Que dissimulent ces ruelles, ces places publiques? À l'instar de Rimbaud, ce poète aux semelles de vent, j'ai pris la route avec mon sac à dos, décidé à comprendre ce qui façonnait l'âme du raï. Et une fois arrivée à Oran, j'étais un peu intimidée quand même. Ce n'était pas la première fois que je voyageais seule, mais c'était la première fois que je partais avec l'intention de m'imprégner du lieu, d'en capter l'atmosphère, sans repère ni attente précise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai décidé de m'abandonner à l'Oranie, mais pas comme Inès. J'ai voulu y aller en tant que flâneuse, à la Baudelaire. Le flâneur, c'est celui qui, par essence, erre sans but, celui qui regarde le monde sans forcément vouloir le comprendre, juste en accueillant ce qui vient. Alors j'ai laissé Oran venir à moi, sans forcer, juste en écoutant. J'observais, je captais les détails, les visages, les sons. Je ne connaissais peut-être rien du lieu ni de ses habitants, mais vous savez, l'identité algérienne est tellement suggestive, tellement plurielle, qu'on peut presque imaginer cette Oranie sans jamais y avoir mis les pieds. Le parler déjà, ce wah poétique, ce shira ou sheshra qui flotte dans l'air comme une musique de fond presque. Et puis je sais aussi qu'il y a des stéréotypes bien ancrés dans notre imaginaire collectif, des stéréotypes très caricaturaux aussi. Je pense à la femme oranaise, inséparable de sa djellaba, qui glisse dans les ruelles avec une grâce nonchalante. Et par contre, avant ce voyage, j'écoutais du raï presque tous les jours pour apprivoiser ce monde nouveau. Et l'amour est partout, dans chaque note, chaque mot. C'est vraiment le fil d'Ariane qui relie toutes les chansons. Alors forcément, j'avais hâte de croiser cette muse insaisissable, ce couple d'amoureux que j'avais fantasmé, qui vient d'une autre époque, qui hante toutes les déclarations d'amour. Je me disais qu'il existait sûrement quelque part dans un coin de rue, entre une mélodie de Cheb Abdelhaq et une ombre qui passe. النكواب والبيضة
Ce qui est certain, c'est que le décor imaginé s'est imposé instantanément. Dès que mes premiers pas ont effleuré la terre d'Oran, j'ai été captivée. L'atmosphère y est plus légère, plus sincère aussi. C'est comme si la ville respirait une réalité plus clémente. كنت نسمع بوهران الباهية. Et effectivement, Wahran Bahia. Elle déploie son architecture tel un poème sculpté dans la pierre, témoin des siècles et des vagues d'influence qui ont caressé ses rives. Et j'ai adoré le centre-ville. J'y vais encore très souvent. Le centre-ville est spécial. Même fatigué par le temps, il garde une beauté fière, presque insolente. Comme ces lions sur la place d'Armes, qui sont dressés fiers. Et à travers les fissures sombres et les marques de l'insalubrité, on peut entrevoir l'éclat d'un passé glorieux. Les couleurs d'autrefois s'acharnent à traverser le brouillard du présent. Je sais qu'on parle de rail, alors laissez-moi vous dire tout de suite, le rail était présent partout. Dans les ruelles résonnait cette fêlure du rail ancien, et quelques mètres plus loin, un autre son répondait. Un rail nouveau qui sort d'un balcon ou d'une vitre. Une voiture qui passe pour fredonner une autre chanson. Je vois et je vis cette autre réalité que je suis venue chercher. Cette langue circulante aussi. Le roi me colle vite à la peau. Et je m'en suis pas défait, presque une année et quelques après. J'ai parcouru tous les quartiers qu'on avait mentionnés dans les chansons. Sid el Houari, el Hamri, Gambetta, Maraval, Satadouane, et j'ai capté ces nouvelles sonorités. Chaque rue, chaque façade me racontait une histoire. Tout prenait enfin sens pour moi, absolument tout. J'ai passé quelques jours à Oran, tissant de nouvelles amitiés, des liens très spontanés mais déjà profonds. Ils ne savent pas faire autrement, je pense, les Oranais. Ils sont sincères et très passionnés. Mais le devoir m'a appelé ailleurs. Pour mon travail de journaliste, je devais me rendre à Mostaganem écrire un journal sur les enfumades du Dahra. Et Mostaganem était encore inconnu. On m'a juste dit que c'était à 45 minutes d'Oran, alors le lendemain, j'ai pris la route. Je ne m'attendais pas à grand-chose, à vrai dire. Ce n'est pas une ville que j'entendais souvent dans le rail que je connaissais. Pour moi, c'était juste un endroit un peu en retrait, une destination estivale, mais rien de plus. Une fois à la gare de Mostaganem, je me suis dirigée vers Achacha puis Nekmaria, l'endroit qui abrite les grottes du Dahra. Et très vite, on a compris que je n'étais pas d'ici. Je pense que c'est mon accent, sûrement, ma façon d'être. Parce qu'ici, les femmes voyagent rarement seules. Mostaganem, c'est une ville très conservatrice, comme tant d'autres en Algérie. Mais ce qui m'a frappée, c'est la chaleur des gens. Une hospitalité simple, mais directe. Et vous trouverez toujours des mains prêtes à aider. J'ai terminé mon travail plus tôt que prévu et j'avais quelques heures à tuer. Alors, on m'a conseillé d'aller au front de mer, à la Salamandre, ou Salaman, comme ils l'appellent. Ils sont fiers de cet endroit, d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? C'était une faille vers un autre monde. Tout de suite, le charme a opéré. J'étais ensorcelée par la beauté de la jetée, par le bruit des vagues, le souffle du vent, cet air marin, cet air iodé qui a guidé mon esprit et je me suis mise à vagabonder avec l'écume. J'ai passé des heures sur la jetée, perdue dans mes pensées, jusqu'à ce qu'un vieux pêcheur s'approche de moi, il me regarde un petit peu inquiet parce que j'étais seule. Il m'a dit « Haoudi, je t'ai avec, je t'ai khassak ». Je lui ai souri et je lui ai dit que c'était la mer qui m'envoûtait. Mais sa réaction était étrange, hein, parce qu'il a hoché la tête comme s'il savait déjà. Et m'a dit que Mostaganem n'était pas comme les autres villes, et que si je ressentais cette énergie, c'était parce que plusieurs saints veillent sur elle. Mais ils ne se révèlent qu'à ceux qui savent écouter. Il m'a pointé du doigt le port, et il m'a dit « On est près de Sid el Mazouz el Bahri, le saint patron des marins et de la mer. Et son tombeau est tout près. Il veille sur nous. » Et il me balançait ça simplement comme une vérité générale en fait. Et Mostaganem m'a livré un de ses secrets ce jour-là. Un avant-goût de ce qui m'attendait. J'ai dû repartir à Alger le jour même, le cœur lourd et la tête pleine de questions. Après tout, Mostaganem, c'est l'Oranie,
Alors forcément, le rail devait être partout. J'ai commencé à chercher des chansons en rapport avec Salaman, et là, la boîte de Pandore s'est ouverte. À partir de ce moment-là, tout émanait de Mostaganem. Plusieurs chansons de Meddahat chantaient les saints de Mestghalim, comme disent les locaux, et aussi des chanteurs ont fait leur début dans ce lieu magique. Des chanteurs connus, Khaled notamment. Il a fait énormément de scènes là-bas au début de sa carrière. Il porte un lien particulier à cet endroit. Et on m'a montré à Beymout, un quartier de Mostaganem, le lieu où il organisait ses premières soirées spontanées, intimistes, qu'on qualifie de Bostat ou Bosta au singulier. Tant de chansons viennent de là-bas. La fameuse Salaman ou Berdelhal, Salaman qui en a ensorcelé plus d'un. Ce lieu a quelque chose de magique. Si vous avez l'occasion, allez-y, parlez aux gens, laissez-vous emporter par leurs mots. Leur existence même est poétique. Salaman ou Berdelhal, ça sonne juste. Leur brise est spéciale. Elle traverse leur silence, leur regard, leur chant. Les habitants sont façonnés par une manière d'aimer et de dire qui n'appartient qu'à Mostaganem. Ici, l'art n'est pas un métier. C'est une manière d'être. Mostaganem, terre de poètes et de chanteurs. Tu as donné vie à Shir Jilali Ain Tedles et Shir Hamada. Mon grand-père mettait toujours leurs chansons. Mostaganem l'avait aussi ensorcelé. Il était de Médéa, mais il partait une saison sur 2 pour travailler dans les vergers de Sidi Ali, un village de Mostaganem, et il a pris goût aux rsidat de Séchur, de grands paroliers qui ont influencé l'Algérie entière. D'ailleurs, on raconte que de nombreux chanteurs de Chaabé prenaient la route depuis Alger, traversant plaines et collines, juste pour venir y chercher des paroles. Mestghalim, c'était le sanctuaire du mot juste, le lieu secret où la poésie se façonnait au sein des accords de la Ghasba. تقدم الشيخ الجيلاني عين تدلس والصاصبة الميلود وعبد الله بالهواري. يا ولدي يا ولدي يا ولدي باكو شبكم ما تواجبنا هذا المرسم عيد لي ما كان وين الامر ويلي وقبيل هنا نبيتك بحديث يا والله في لسان باكو شبكم ما تواجبنا هذا المرسم زدت لي تشطانا يوفيك انا والريوي مجمعنا. C'est là, entre la mer et la ville, que le rail a pris racine, dans l'humidité des nuits d'été, dans le chant des pêcheurs rentrant à l'aube. La parole y est née brute, sincère et charnelle. Mestghalim a offert au rail sa mélodie, son cri. C'est une mémoire transmise de bouche en bouche, de cœur en cœur. C'est le bruit du ressac mêlé à la rumeur des cafés, l'écho des psalmodies des saints patrons, une langue à la fois âpre et tendre. Et je devais en savoir plus. Les paroles du pêcheur résonnaient encore en moi, et les chansons rail aussi, comme une boucle infinie nichée quelque part entre le cœur et l'âme. Et je devais repartir. Je savais que toutes mes réponses résidaient là-bas, dans cette terre mystérieuse et envoûtante. Mestghalim m'appelait avec une force irrésistible. Alors je suis repartie, et cette fois-ci j'avais un itinéraire solide en tête et un but bien précis, celui de percer les mystères de la ville. يا هادو الجارها 5 خماس وولاد مستغلين المشهورة باينين في الجزاير وعند الناس طيبهم والله ما يرقد برا جاهم الوعادي وبين عراس يا ويخسروا المال وغاشي كرمان. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Mestghalim est surnommée la ville des saints, en raison du grand nombre de saints et de marabouts qui y sont présents. Elle compte plus de 40 saints reconnus, dont les mausolées et sanctuaires sont des lieux de pèlerinage et de recueillement.
Selon la tradition, Mestghalim est protégé par 7 saints ou gardiens. Il y a Sidi el-Mejdoub, protecteur du nord, Sidi Mazouz, gardien du port, Sidi Kharchouch, protecteur du sud, et Sidi el-Khadr ben Khlouf, considéré comme le protecteur de la région du Dahra et poète mystique du XVIe siècle dont les qsédat continuent d'être chantés par le Meddahat de la région. Sidi el-Khadr ben Khlouf était un poète engagé qui, à travers ses poèmes, a exalté la victoire des combattants algériens lors de la bataille de Mazagran, en 1558, célébrant leur bravoure et leur résistance face à l'invasion espagnole. Mais il est surtout reconnu pour ses poèmes dédiés au Rasoul alayhi salatu salam. On compte aussi Sidi Ben Diba, gardien des Mjahar, tribu de Mostaganem, Sidi Belqasem, gardien de Gebbala, et Sidi Saïd, saint patron de la ville. Chaque année, les Wa'adat ravivent cet héritage soufi entre chants religieux, melhoun et recueillement dans les sanctuaires. Ici, le sacré et le profane se mêlent, entre les échos du rail et le silence des mausolées. D'ailleurs, je vais tester un petit peu votre mémoire. Et si je vous disais que vous avez déjà chanté un saint de Mostaganem sans même le savoir, est-ce que la chanson Abdelkader Ya Boualam d'Aqal Halaliya vous rappelle quelque chose? Alors ce chant mythique, repris par Khaled Fodel et Rachid Taha dans 1, 2, 3 Soleil, vient d'un poète de Mostaganem, Abdelkader Ben Tobji, né à Tijdit, la vieille ville de Mostaganem. Il baignait dans la spiritualité soufie, proche de la Qadiriya. Il vouait une telle admiration au saint Abdelkader el-Jinani qui lui a dédié ce chant, devenu un classique du patrimoine musical algérien. La mémoire des saints est très importante. Elle est entretenue à travers une forme solennelle de rail portée par les Meddahat. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai dans un autre épisode. Par contre, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter une chanson de Khouira al-Mustaghalmiya où elle rend hommage à Sidi Belqasem, le saint patron de Mazagran. Ces mélodies sont envoûtantes, tout comme les ruelles de la ville. Et j'ai arpenté celle du Drb, une partie de la vieille ville de Mostaghalim, où la magie s'accroche aux mains des artisans, fatigués, mais ils rafistolent encore le temps avec l'entêtement de ceux qui refusent de laisser les murs s'effondrer. Autrefois, Drb était le cœur battant de la ville. Il palpitait au rythme des échoppes alignées le long des rues, des cafés morts bruissants de conversation, des hammams, aujourd'hui réduits au silence, mais qui portaient autrefois le poids d'une intimité partagée. Et au sein du Drb, j'ai croisé Ammi Abdelkader, réparateur d'engins dans son petit atelier encombré d'appareils, tantôt anciens, tantôt modernes. Et juste à côté, il y avait la boutique de Ammi el-Miloud, le coiffeur du Drb, une figure du quartier qui frôle les 80 ans. J'espère que c'est pas un secret d'État. Il m'a accueilli avec cette hospitalité, encore une fois instinctive et propre à la région. Ils m'ont longuement nourri de faits et d'histoires autour de Mostaganem, des récits tissés entre la mémoire des lieux et la voix de ceux qui y vivent. C'est ce qui me permet de me tenir aujourd'hui face à ce micro pour vous en transmettre une parcelle. Et puis Ammi el-Miloud est profondément nationaliste. Les murs de son atelier sont tapissés de vieilles photos, d'articles de journaux jaunis par le temps. Un musée qui retrace l'histoire de l'Algérie. صار الحاج هاي أحمد بن بولعيد شادلي بومدين بن بلة بومدين هذا الآخر من تغري وتفريقة زين هذا الستة تاع الصوار تاع بخري بوذية وبيطات وهذا وهذا فاني تجيب بها هذا الخمسة هذا لسه تاع المجاهدين بيطات بوذية هاي أحمد الأشرف من بولعيد
5 هذو ثوار تاع بكري. من بعد هذه كاع صوريهم. وهذو السيسيف يتين فيكتوار، وهذا كريم بالقاسم، هذو كاع ثوار، هذو كاع. هذه جي بي ار تاع بكري، شوف بالقاسم. الله يرحم الشهداء. هذه كاع صوريهم. هذه صوريهم. La poésie est partout, voyez-vous. Le rail est partout. Quand j'ai vu le Miloud, j'ai pensé à l'Qsida de Sheikh Zouaoui, Allah yarhamou, ce barrah poète de Mostaganem, dont les mots ont bercé la voix de Sheikh al-Jinniya al-Kbir al-Haqqaniya bniyat Saïda. C'est comme ça qu'il l'a présenté avant chaque chanson. Et dans ce poème, Sheikh Zouaoui parlait déjà du changement des sociétés, de l'ingratitude des hommes, des tromperies et des écueils de la vie. Il se plaignait chez un fameux Miloud. Et voilà que des décennies plus tard, un autre Miloud s'adresse à moi pour me livrer sa lecture du monde, ses conseils et sa vision des mêmes tourments. Comme si le temps bouclait sa boucle entre deux poésies, entre deux Miloud. كما يقول الشيخ زواوي الله يرحمه، وين راه مصحاب العهد المقدود يا الميلود، بقى غير الراشي اللي ما فيه فايده. يا والخير واجب معدود هالميلود، وبنادم كاع ايامه محدة، مطلوب يجمع وينوض هالميلود، مصدوع مشغول غير بالصوال دا، وخيار الهمة غير المشدود هالميلود، خيل وعراس والناس معيدة، والمرا الحرة كيعاود المشدود هالميلود، همة وزين والدرية زايدة، وديخت الروح بالقلب تدير الدود هالميلود، والدنيا متباعدة، وين راهم اصحاب العهد المكدود هالميلود، وبقى غير الراشي اللي ما فيه فايدة، كبري عافي خاطرك الشيخة جنية، يمسى الخير على عرب الطريق. Waouh, Goul, Cheikh Goul. C'est beau, n'est-ce pas? Mais sinon, j'ai aussi visité Tijdit, la vieille ville. Et son pavé usé grinçait sous mes pas, jusqu'à la Zawiya Alawiya, sanctuaire soufi où le silence pèse d'une sagesse séculaire. Le temps là-bas est différent. Il s'agenouille devant les murs du mausolée. La magie, elle aussi rôdait là, silencieuse, prête à se dévoiler, mais seulement à ceux que la terre reconnaît comme siens. Je suis venue chercher le rail, la poésie, les secrets enfouis dans le chant de Mostaganem, et le souffle des saints m'a guidée une fois encore vers Salaman. Machinalement, j'ai pris les transports, et dans le mouvement du trajet, les voix des Mostaganémois résonnaient avec cette gravité imposante, ce phrasé mélodieux propre à eux. الو شو معايا؟ مالا شوف كنت شكون معايا ودير لي بها قش مالا تقع انا فاهمني شكون؟ تاهي تعيط؟ لا شكون؟ Station La Salamandre. Je suis arrivée à bon port. Salaman, la salamandre. Pourquoi ce nom? Il puise sa source dans un naufrage, une histoire de mer et de destin. En 1835, un navire à vapeur nommé la Salamandre transportait du matériel militaire lors d'une expédition en direction de Mascara. Il s'est échoué sur la côte rocheuse à l'ouest de Mostaganem. Avant cela, les pêcheurs espagnols appelaient cet endroit la Punta, la pointe. Mais l'échouage de la salamandre a effacé l'ancien nom pour en graver un nouveau. D'ailleurs, les pêcheurs utilisent toujours des mots espagnols dans leur quotidien. Ils disent boria pour désigner le brouillard, ce voile gris qui s'accroche à la mer au petit matin ou tard le soir. Ils disent passa passa quand ils se relaient pour porter les caisses de poissons après une récolte en mer. Des mots simples, hérités d'un autre temps, d'une autre rive, mais qui ont traversé les générations. Tout comme le rail. Je vous ai dit que le rail était partout, pour celui qui s'est écouté. فيها طبيعة
نبري سلمان وهبوبها سلمان وبرد الحال يا النايل. C'est vrai. Nibri Salaman ou Hmoumha. Mais comment ne pas l'aimer après tout? Le port de Salaman m'a tout appris. Je vous épargne les détails, sinon ce podcast n'en finirait pas. Et puis, il n'y a de sacré dans les histoires que ce qu'on ne dit pas, ce qui reste caché. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compris le rail au port de Mostaganem. J'ai aussi fait des amis parmi les pêcheurs. C'est drôle, non? Rien ne me prédestinait à ça. On n'avait rien en commun, sinon la sincérité des cœurs. J'ai appris le rail sur les rives du quai, sur les bateaux, tard le soir. Les pêcheurs mettaient Shir Snossi, natif de Mostaganem, ou des chansons de Zargé, une voix unique qui retentit de Sidi Bel Abbas, une voix robuste capable de faire chavirer le cœur des marins. Il y avait aussi Boutaïba Srer de Aint Mouchent, dont la voix les laissait rêver. Ces marins, ces drôles de marins dont la démarche est déjà chaloupée. Ils ont le mal de terre, je crois. Parce que quand ils posent le pied sur le quai, c'est comme si leur corps cherchait encore le mouvement des vagues. D'ailleurs, la mer, c'est aussi un lieu de vulnérabilité. Le rail, c'est ça. Partager ses peines, puiser sa force dans le collectif. Affronter des vérités nues. Je vais vous raconter cette histoire. Petite anecdote. Un soir, au port, alors que l'absence de mon défunt père me pesait, un marin qui venait lui aussi de perdre son papa a senti ma peine, profondément, je l'ai vu dans ses yeux, c'était très touchant. Il a mis une chanson de Khouira al-Mustral Mia et m'a dit « Inès, c'est dans la mer qu'on jette nos malheurs. » Et ce soir-là, on a tissé un lien autour de cette douleur partagée. Et dans le silence de la mer, on a laissé un peu de nos peines s'échapper. Je pourrais encore longtemps parler du port, ce théâtre à ciel ouvert. Le lien indissociable et tumultueux entre l'homme et la mer dans les mythes, dans la poésie et les récits m'a toujours fascinée. Ils sont là, ces hommes de la mer, l'âme burinée par le sel et le soleil. Je les observe fascinés par leur mélange de rudesse et de tendresse. Cet amour inébranlable qu'ils portent à l'océan même lorsqu'il se fait cruel. La mer est muse nourricière et parfois amante distante. Et ces pêcheurs, gardiens de ses secrets, m'apparaissent comme ses prisonniers choisis. Le champ lexical de la mer est très présent dans les chansons raï pour exprimer la déception et le désarroi à travers des métaphores et des allusions puissantes. Cheb Khalid chantait La hout la houata, غير المزرق والشبكة مقطعة. Donc pas de poisson, pas de secours, juste une mer bleue et un filet déchiré. Une image poignante de l'abandon et de la perte. Zarghi disait dans une autre chanson أنا سعفت قلبي وفي بحر غامق قاسني. Donc j'ai laissé mon cœur sombrer dans une mer profonde qui m'a blessée. Il décrit ici le gouffre béant laissé par le départ de l'être aimé. La poésie est là, au cœur du port, entre les filets mouillés et le ciel encore sombre. Les pêcheurs reprennent leur course chaque matin, le visage fermé par l'habitude. La mer est une amante capricieuse, belle mais dure.
La précarité est là aussi, dans le poids des filets vides, dans la fatigue des corps. Des hommes qui parlent peu, mais dont le regard porte le poids des jours sans repos et des nuits d'attente. La mère est solitaire. Elle ne répond pas. Elle prend et rend à son rythme. Alors la musique devient une présence, une voix dans le silence, une manière d'exister face à l'oubli. Il y a longtemps maintenant, la côte de Mostaganem était bondée de cabarets, et les pêcheurs étaient ses premiers habitués. Maintenant, tout a disparu. Aucun bar ni cabaret n'est resté à Mostaganem. Alors les pêcheurs écoutent le bruit des vagues comme on écoute une mélodie familière. Le rail naît de cette écoute. Il porte la plainte de la mer, le cri de l'écho, la solitude des départs. J'entendais très souvent des pêcheurs chanter. Ils berçaient mes nuits. Le rail et la mer se répondent. L'un chante ce que l'autre tait. Quand la mer se retire, le rail remplit le vide. Quand la mer oublie, le rail rappelle. Mostaganem n'a pas seulement vu naître le rail, elle l'a nourri, elle l'a bercé. Et aujourd'hui encore, si l'on tend l'oreille près du port, on peut entendre le murmure des premiers accords. ويا ريي ما احنا بنسي ما احنا هنا حتى للقيبر ويانا هلي 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 انا لي يا ربي هلي 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 يا انا ظهري ويلي هلي 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 انا لي يا ربي هلي 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 وانا ظهري ويلي. J'ai aussi fait une autre découverte bouleversante à Mizralim, un livre, L'aventure du rail, écrit par Hajm Eliani et Bouziane Daoudi. Un livre rare que j'ai longtemps cherché, presque introuvable en Algérie, mais je l'ai déniché chez Islam Ben Snoussi, figure militante de la scène artistique mostaganémoise. Hajm Eliani est une figure importante. Né et mort à Oran, il était un universitaire et chercheur majeur de la culture populaire algérienne. Professeur à l'université de Mostaganem, il a laissé une empreinte profonde dans le paysage culturel. Son livre, coécrit avec Bouziane Daoudi, retrace l'émergence du rail en lien avec les transformations sociales, notamment chez les jeunes, et met en lumière le passage de ce genre musical de la marginalité à une reconnaissance nationale et internationale. Il examine aussi les figures emblématiques du rail comme Cheikh Hamada, Rimiti et Cheb Hasni, ainsi que les lieux marquants de sa performance, tels qu'Oran, Ain Tmouchen, Sidi Bel Abbas et Mizralim. Les thèmes abordés dans les chansons, amour, exil, liberté et révolte sociale, sont analysés avec finesse, tout comme les dynamiques de production et les rapports complexes entre le rail, les institutions et la société. Hajm Eliani a ainsi contribué à anoblir le rail, le faisant passer d'un genre contestataire à une forme artistique reconnue. Hajm Eliani ne se contentait pas de décrire la culture algérienne, il en était une partie vivante. Si ma curiosité pour le rail a germé dans mon amour pour la poésie, mes premiers mois de recherche ont été semés d'embûches. Il y avait des discours contradictoires sur les origines du rail, une rareté inquiétante des sources, des définitions souvent imprécises quant aux distinctions entre les sous-genres qui composent ce mouvement musical. Néanmoins, les écrits de figures tels que la sociolinguiste Marie Virol et le professeur Hajm Eliani m'ont offert quelques éclairages précieux. Par exemple, dans son livre, Hajm Eliani affirme que le rail puise ses origines dans le hawfi arobi, un chant féminin, des mélodies improvisées qui accompagnaient les femmes lors des travaux quotidiens, notamment lors des twiza, ces moments de solidarité où l'on se réunissait pour rouler le couscous par exemple. Mais ce qui était jadis fredonné dans l'intimité s'est modernisé à travers le travail dans les vendanges imposées par la colonisation, où les voix féminines exprimaient un mal-être économique et social profond, empreint de mélancolie, caractéristique indélébile du rail. Dans les années 1930-1940, aux périphéries de l'Oranie, la musique bédouine évolue dans les fêtes de village pour les chichettes. Ces chanteuses populaires ont joué un rôle crucial dans la transmission des traditions. Elles interprétaient des textes ancrés dans leur vécu, traitant de l'amour, de la liberté et des réalités sociales avec un langage direct et parfois provocateur.
Sheikh Harimiti, figure emblématique de cette période, incarne cette idée avec des chansons comme Sharq Gatta et Fatma Fatma, posant les bases du rail moderne. Elle choque l'opinion publique en chantant sans détour des détails de la précarité de la vie et de la sexualité quotidienne. L'émancipation des femmes dans le rail est fondamentalement politique. Certaines, par souci de survie, préfèrent dissimuler leur identité, comme Sheikh Al-Washma, dont le visage est resté inconnu à l'exception d'un tatouage distinctif qui lui a valu son nom. Et cette tradition perdure. Sheikh Azalamit, encore active sur la scène, voile son visage, nourrissant le mystère autour de son identité. Dans le rail, la femme se présente selon ses propres codes. Voilée ou non, elle affirme son existence. Et c'est là que réside la véritable libération. Exister selon ses propres termes, dans le respect de ses limites et de ses aspirations. Je vous propose d'écouter une chanson écrite et interprétée par Sheikh Al-Washma que j'aime beaucoup, intitulée Sid al-Hakim, à travers laquelle elle dénonce les violences systémiques coloniales. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sous la colonisation, le rail a pris racine dans les cafés morts d'Oran, surtout à Medina Jdida, où se croisaient musiciens traditionnels et modernes. Le café de Bessahraoui a joué un rôle clé dans l'émergence du bédoui citadinisé, l'ancêtre du rail. Et le père de Blawil Houari, propriétaire d'un café à Medina Jdida, y recevait des navigateurs apportant des disques étrangers, influençant l'apprentissage musical de son fils. L'arrivée massive des populations rurales dans les villes à partir des années 50 et 60 provoque une hybridation culturelle. Le rail s'installe dans les quartiers populaires, mêlant des instruments traditionnels, donc le ghasba, la flûte, et le gallal, le tambour, aux influences modernes comme la guitare électrique, le synthétiseur aussi, surtout à Bel Abbas dans les années 60 avec les frères Zarghi, une fusion sonore qui reflète les tensions identitaires du pays. Le rail connaît aussi un tournant décisif au début des années 70 avec l'introduction de la trompette et du saxophone, et Messoud Bellemo, trompettiste pionnier, est souvent cité comme celui qui a ouvert la voie à cette transformation. Les influences de la chanson orientale, du rock yéyé et des rythmes cubains ont enrichi le son du rail, marquant le passage d'une musique poétique à une musique plus rythmée et entraînante. Pour illustrer cela, nous allons écouter une reprise moderne de Sid al-Hakim, interprétée par Messoud Bellemo et Belqasem Boutelja. Une décennie plus tard environ, dans les années 80, le rail devient un véritable phénomène social. Il reflète la transformation des structures familiales, le choc des générations et la remise en question des normes traditionnelles. Le rail aborde ouvertement la sexualité, l'amour interdit, le divorce, la marginalité et la rébellion contre les carcans sociaux, des thèmes jusque-là tabous dans une société marquée par la pudeur et le patriarcat. Le succès du rail dans les mariages et les fêtes privées en fait une musique de transgression collective, un exutoire face à une société en mutation. Le rail est aussi la musique des quartiers défavorisés. Il devient la bande-son d'une jeunesse en proie au chômage, à l'exclusion et à la violence sociale. Dans les années 80, Oran est frappé par une crise économique sévère et le rail devient un cri de détresse. Comme disait Khaled, quand il n'y a plus rien, il reste le rail pour dire ce qu'on a sur le cœur. Une date importante, 1985. Le festival de Riyad el-Fath à Alger marque un tournant. C'est la première reconnaissance officielle du rail par l'État algérien qui cherche à capitaliser sur son succès auprès de la jeunesse. Des artistes comme Zahwania et Khaled se produisent devant un public enthousiaste,
marquant le début de la légitimation du raï par le pouvoir. Zahwania disait dans une interview « Pour certaines personnes, nous représentions le mal. Mais moi, je n'ai jamais voulu être qu'un miroir, donner à voir ce qui se passe réellement. » Dans ce contexte, le raï émerge comme un langage alternatif face à une société corsetée par des normes sociales rigides. Le pouvoir algérien voit dans cette musique populaire un moyen de canaliser les frustrations de la jeunesse, tout en montrant une ouverture culturelle face à une modernité inévitable. Comme le souligne Haj Meliani, le raï disait tout haut ce que la société voulait taire. Le fait qu'il soit accepté à Riyad el-Fath a été une révolution culturelle. De plus, le festival de Bobigny en 86 apporte une reconnaissance internationale et ouvre la voie à une diffusion mondiale. Et c'est là qu'une nouvelle génération d'artistes, menée par Cheb Hasni et Cheb Nasro, popularise le raï sentimental ou raï love. Ce style se concentre sur les thèmes de l'amour, des relations humaines et de la nostalgie, avec une influence directe de la variété espagnole. Cheb Hasni, figure de proue de ce mouvement, connaît un immense succès grâce à des chansons poignantes sur l'amour et la perte. Ces chanteurs se font les porte-voix d'une jeunesse en quête de liberté et d'émancipation. Mais cette reconnaissance internationale se double d'une fracture. Le raï est parfois perçu comme une musique de l'exil, coupée de ses racines populaires. Alors qu'aujourd'hui, le raï est à la croisée des chemins. La nostalgie des années 80-90 est fortement palpable, notamment chez la diaspora algérienne. Mais en Algérie, le raï est partout. Il a muté, traversé des renaissances, certes, embrassé de nouvelles ères, surtout à l'époque du Wai vers 2014. C'était un phénomène incroyable, et on n'en parle pas assez. D'ailleurs, les gens ont beaucoup critiqué cette période-là, dénonçant un abrutissement des masses, regrettant le raï d'antan. L'aqliya c'était mieux avant, rakoum shaïfin. Alors que le raï n'a jamais été accepté justement à son époque. Et puis on dit depuis tout à l'heure, le raï c'est le miroir de la société. Et la société évolue. Son langage aussi, ses réalités de même. Mais je vais vous mettre un petit extrait, juste pour rafraîchir votre mémoire. Tal Wai Wai. Bref, j'ai eu la chance d'assister au festival du raï d'Oran en 2023 et j'ai pu être témoin de ce que Haj Meliani expliquait dans son livre. Le raï, c'est l'Algérie qui pleure et qui danse en même temps. Je confirme. En observant le public, j'ai remarqué que leurs mouvements étaient ponctués au rythme des instruments. Leurs esprits guidés vers un autre monde par la voix du chanteur. Il est évident que pour plusieurs d'entre eux, ce concert est une forme de catharsis qui permet de célébrer la vie, de pleurer leurs déceptions et de danser leurs chagrins. Il est surprenant de ressentir dans l'atmosphère des émotions tellement palpables et tangibles qu'on devinerait presque les envies et les malheurs de chaque personne. Plus j'avance dans mes recherches, plus je mesure la profondeur du raï. Loin des clichés de légèreté qui lui collent à la peau, il s'impose comme un véritable moteur de changement socio-culturel. La mélancolie n'est plus ce fardeau solitaire, elle devient une force créatrice, un appel à la célébration, à l'euphorie et à la communion. Le raï pousse à regarder au-delà de soi et à puiser sa joie dans l'unité. Et pourtant, il reste victime d'un traitement inégal. Les thèmes qu'il aborde, amour, mélancolie, perte, sont célébrés dans d'autres genres musicaux occidentaux, mais lorsqu'ils sont portés par une voix en survêtement Lacoste, ils sont relégués à la marge. Une fracture sociale et culturelle qui en dit long sur les résistances face à une musique qui dérange autant qu'elle rassemble.
يا بنا تفح والبويدة ومن جميع الهويدة الراية Le rail crée une zone de libre-échange sentimental où la liberté de créer, la liberté de penser et la liberté d'exister ne sont brimées par aucune injonction sociale, surtout dans les cabarets. Mais je veux vous parler des cabarets Gasba, là où résonne encore le chant des chiours, là où on s'enivre avec la flûte. Le public y est bien différent. Ce sont des gens de la périphérie de l'Oranie qui viennent là-bas, loin des cabarets prisés. Et ces endroits sont rares, en voie d'extinction. À Oran, on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Et j'ai pu visiter l'un d'entre eux, la vieille marmite. Ceux qu'on retrouve là-bas, ce sont des hommes algériens qui, dans la rue, ne laisseraient transparaître aucune émotion. Mais ici, c'est leur safe space, là où les masques tombent en toute tranquillité. Et personnellement, le genre de rail qui me parle le plus, c'est ce rail trab, rail gasba, qui est plus viscéral, plus authentique. J'ai assisté à beaucoup de bstat, à beaucoup de concerts aussi, mais le cabaret gasba est unique. Il vous envoûte, il vous emmène dans un autre monde. Alors déjà, il faut savoir que l'expérience au cabaret se déploie en plusieurs temps. Crescendo, une longue mélodie qui monte en intensité avant de vous envelopper dans une apothéose d'émotions. La première partie, de 23h à 1h du matin environ, ce n'est pas une science exacte, hein. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Alors, c'est la phase de l'échauffement. L'atmosphère est encore contenue, presque timide. Les corps se meuvent lentement. Les chanteurs se relaient sur scène, testant le terrain, installant peu à peu le rythme. C'est une lente montée en puissance, une promesse de ce qui va suivre. Et puis il y a toujours un brrah avéré, un habitué du cabaret, une figure ancrée dans le décor. Il vient réclamer les mêmes poèmes, encore et encore et encore, pour exorciser un mal-être insondable, en échange de sommes faramineuses bien sûr. Ce soir-là, le brrah est un homme puissant, le propriétaire d'une ferme à Tlilet dans la wilaya d'Oran. On va l'appeler Moul Firma. Et quand la chanteuse, Sheikha Ikram Saïdiya, la diva, est arrivée, il s'est redressé sur son siège. Elle l'a reconnu immédiatement. Ils se sont salués, ont échangé quelques mots, prenant des nouvelles l'un de l'autre avec une complicité familière. Puis elle lui a dédié la première chanson. Et c'est là que le spectacle a vraiment commencé. Moul Firma s'est laissé emporter. Il a commencé à demander des chansons et la température est montée d'un cran. Il était 2h du matin. La deuxième partie de la soirée s'ouvrait enfin. Les amis de Moul Firma se sont rapprochés de nous, pêcheurs de Salaman, et brhou fi khatarna, un geste d'hospitalité musicale. C'est comme une cérémonie, un rituel codifié. Chaque partie honore l'autre en assignant une chanson en guise de respect. Ils nous ont dédié, bien entendu, Salaman ou Berd el Hal. En retour, nous avons choisi une chanson qui s'appelait L'Ouelza, il me semble, la préférée de Moul Firma apparemment. Et ce n'était pas un simple échange de chansons. C'était une reconnaissance mutuelle, une manière de se lier par la musique. C'est très tribal en fait. Tabrah, c'est tout un art. Il y a des codes à respecter, il ne faut ni surenchérir ni vexer l'autre. Tout se fait avec une élégance implicite. L'ambiance est devenue électrique, mais jamais chaotique. Les liens se tissent dans une déperdition toujours maîtrisée. Puis est venue la dernière partie de la soirée, la mise à nu. Il était 3h30 du matin. Moul Firma, cet homme imposant, figure de solidarité, de responsabilité, père de famille,
à la tête d'une grande fratrie, le genre d'homme qu'on imagine inébranlable. Mais là, dans cette intimité collective, son masque est tombé. Il nous a confié que ce cabaret était le seul endroit où il pouvait parler librement de ses peines, sans crainte de jugement. Alors, les confidences ont commencé à circuler comme une vague. Nous avons tous partagé nos secrets les plus enfouis. Le poids de la nuit nous autorisait à enfin lâcher prise. Le cabaret s'est transformé en un groupe de parole, une catharsis collective. Vous ne verrez ce genre de comportement nulle part ailleurs. Chacun prenait le micro pour introduire une chanson qui illustrait son mal-être. Des chansons dédiées aux amours perdus, aux membres de la famille malade et à ceux qui nous ont quittés trop tôt. Les émotions brutes ont fusionné avec la musique. Nous avons dansé tous ensemble et nous avons pleuré tous ensemble. La soirée a pris fin dans une douceur mélancolique. Mais au moment de se quitter, quelque chose avait changé. Nous n'étions plus simplement des inconnus réunis par la musique. Nous étions devenus une sorte de famille, ivre de poésie. Je veux vous laisser en vous disant que cette rencontre avec le rail m'a ramené à moi-même. Elle m'a appris à embrasser cette part de fragilité, à accepter que la douleur fait partie du chemin, à comprendre que la poésie n'est pas seulement dans les salons feutrés, mais aussi dans les ruelles, dans la voix d'un chef qui hurle sa peine dans un cabaret. Le rail, c'est de la poésie brute, le moche, le réel aussi. C'est ce qui reste quand les masques tombent, quand le vernis craque, quand l'âme s'expose dans toute sa vérité. Une poésie qui n'a pas peur d'être laide et brute. Le rail ne cherche pas à plaire, il cherche à dire. C'est une mémoire vivante, un muscle collectif qui palpite sous la peau du peuple. Il est le lieu d'une tension constante entre le manque et l'excès. Il porte la fatigue d'une génération, le vertige d'un héritage qui vacille. Il nous rappelle que la beauté peut surgir du chaos, non pas comme une consolation, mais comme une nécessité. Et pour finir, comme le disait Hajj Meliani Allah yarhamou, le rail est le quotidien de la jeunesse algérienne. Il reste toujours fidèle à son époque. On arrive maintenant à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Yardékoum Saha. وحكمك يا للكلاب خليني نروح حل عليا يا صديق خيتي وقد